Bonjour, vous écoutez Dans quelle étagère, le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Je suis Isabelle Vauconsant, journaliste, et je vous propose une information alternative qui prend son temps, cohérente, fondée et rigoureuse, engagée et ouverte sur des solutions concrètes. Je tends mon micro pour vous parce que ça craint pour la planète. On y va ? Aujourd'hui, Laure Noilhatte, journaliste bifurqueuse, évoque avec moi son livre « Bifurqué par temps incertains » et son expérience de la bifurcation. Bonjour Laure. Bonjour. Qui suis-je ? Je suis un être humain arrivé sur Terre à la fin du XXe siècle, dans le dernier quart du XXe siècle. Cette époque bénie des dieux, n'est-ce pas ? J'ai une formation d'ingénieur, mais je suis surtout journaliste, spécialisée dans la question de l'environnement depuis plus de 20 ans maintenant. Et ce contact quotidien dans les questions environnementales m'a amené à me poser de profondes questions sur le sens de ma place et le sens de ma vie. Le tout dans un système contraint, fini, plutôt en dégradation permanente. Tu viens d'écrire un deuxième livre. Après, comment être écolo sans devenir dépressif ? Sans finir dépressif, c'est important, parce qu'on peut devenir dépressif, mais il ne faudrait pas qu'on finisse totalement dépressif. Voilà. C'est certain, je reprends. Après, comment rester écolo sans finir dépressif ? Tu présentes bifurqué par temps incertains. Dans l'un comme dans l'autre, j'ai constaté que l'incertitude est un sujet majeur. Tu peux me dire ce que c'est, l'incertitude ? Alors l'incertitude, c'est la vie même. À la base, tout peut voler en éclats. Première incertitude, je ne sais pas quand je vais mourir. Et cette idée de la mort est très présente dans mon rapport à la vie. Par ailleurs, ce qui était certain il y a 2 ans ou il y a 4 ans ne l'est absolument plus aujourd'hui. Quand le premier confinement, que j'appelle le grand confinement, les premières 11 semaines qui nous clouent à terre les uns et les autres en mars 2020 surgit, on a eu la certitude qu'on ne savait rien et on ne savait pas que le gouvernement pouvait lancer par exemple en France le quoi qu'il en coûte, on ne savait pas qu'on pouvait s'arrêter et que finalement qu'une certaine paix sociale perdure. Ce qui m'inquiète le plus dans mes incertitudes qui sont devenues obsessives, si ce n'est obsessionnelles, c'est vraiment l'incertitude des lendemains, alors au sens où les conditions de vie sur Terre étaient stables depuis à peu près 10 000 ans. On est sorti de nos grottes, on s'est sédentarisé, on est même allé sur la Lune. En 10 000 ans, tout ça a été possible, en partie parce qu'il y avait une extrême stabilité des conditions climatiques à la surface de la Terre. Or, ces conditions climatiques sont en train de basculer rapidement et dans une intensité assez importante. Du coup, on ne sait plus de quoi demain est fait. C'est-à-dire, l'été 2022 nous prouve que c'est pas parce qu'on est dans un pays tempéré, en France, tranquillou, avec nos agriculteurs, nos vaches, etc., que tout va bien se passer. C'est-à-dire, le climat, les temps changent. Ça va enclencher des effets en cascade. En fait, dans cette incertitude, il y a aussi le pire n'est pas certain, même si je suis assez une fanat du pire, par souci de lucidité. J'aime bien penser au pire pour que, comme ça, s'il advient, je suis à peu près préparée. S'il advient pas, c'est un win-win game, c'est un peu le pari de Pascal, quoi. Là, les incertitudes, elles concernent à peu près tout. Déjà, ma vie quotidienne, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, et derrière, tout ce qui englobe la vie même sur la planète Terre. Et à ton avis, ça vaut à la ville comme au champ, en France comme ailleurs ? C'est vrai pour les pays tempérés, occidentaux riches, comme dans les pays pas riches, et qui sont plutôt en ce moment dans le couloir de la mort. Je pense au Sahel ou à des zones très critiques comme ça. C'est valable à peu près partout. L'incertitude et comment dire, c'est un peu la saveur des temps actuels. D'ailleurs, en 2 ans, on a un corona, et puis après, on a une guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine. Tout dévisse, ce qu'on pensait garanti comme sûr, des prix tempérés pour l'énergie, des matériaux, etc. Tout explose, tout dévisse. Un peu comme si la carlingue humaine, les rivets sautaient les uns un peu après les autres, et on ne sait pas lequel va être déterminant, pour un décrochage généralisé. Et il y a des idées qui dévissent aussi. Il y a des idées qui dévissent sérieusement. Et puis alors, ce qui est sûr, c'est que le politique, quel que soit son bord, n'est absolument pas préparé à ce qui arrive. Ou alors, il est préparé et il fait mine de regarder ailleurs. Ou alors, il n'est pas au courant de l'intensité des déflagrations qui arrivent et il révèle son impuissance dans l'inaction. C'est-à-dire que, quoi faire quand, de toute façon, quand vous voulez taxer un litre de gasoil, tout le monde est dans la rue. Quoi faire quand un corona nous cloue à terre en tant que société. Diriger un pays, désormais, c'est quelque chose d'assez sport.
Moi, je trouve que l'écologie est très peu présente dans le discours politique. C'est effarant. Je suis sans mots, assez désarçonnée à chaque fois que j'entends quelqu'un sur les ondes. Tiens, ce matin, c'était Ruffin, pour pas le nommer, donc c'est plutôt un bord politique qui est proche de mes idées, etc. Pas un mot sur le fait que la vie se rétrécit, que les conditions de vie sur Terre changent et que tout ce qui était possible hier ne le sera pas demain. Donc je suis assez effarée. Ça fait 20 ans, 25 ans que j'observe les questions politiques par le prisme de l'environnement, donc de la crise climatique, mais aussi de la biodiversité, de l'affaiblissement des ressources, etc., etc. Il n'y a aucune réponse à la hauteur. Aucune réponse à la hauteur. Il faudrait renverser totalement la table de la vie en société, et là, personne n'est prêt à jouer cette carte-là. Est-ce que bifurquer est une solution face au déluge de mauvaises nouvelles de la planète ? Et bifurquer, qu'est-ce que c'est ? Bifurquer, c'est braquer un peu le volant de sa vie, changer de direction, changer de cap, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est un mot, la bifurcation, très joli, très peu usité avant 2020. Imaginons qu'on est sur une route avec un volant dans les mains, on est dans cette voiture qui file à toute allure, il y a deux possibilités, vous êtes le conducteur de votre propre véhicule ou vous êtes un passager. Donc si vous êtes conducteur, vous pouvez appuyer sur la pédale de frein, braquer le volant, faire un dérapage contrôlé, ralentir. Si vous êtes un passager impuissant, vous pouvez mener une rébellion pour sauter sur le conducteur et lui imposer de changer la direction. D'une manière générale, on a différents endroits, différents niveaux de bifurcation possibles. À titre individuel, personnel, il y a une transition intérieure que nous impose un peu l'époque. Il y a également, à titre individuel, dans le quotidien, comment j'occupe mes journées 8 heures par jour, mes journées d'ailleurs de travail, grande question actuelle dans la société en ce moment-là, mais aussi avec qui j'occupe mes journées, est-ce que je suis avec les bonnes personnes, où est-ce que je suis installée, quelles sont les valeurs qui comptent pour moi, est-ce que c'est passer 2 heures en pleine nature tous les jours ou 2 heures dans les transports en commun, à courir partout, dans tous les avions de toute la planète. Bref, la bifurcation est un espèce de grand magasin des possibles, voilà, pour l'individu, pour l'activiste, militant, l'être humain, être humaine tout simplement, qui peut se dire, bon, l'époque me renvoie quand même à ma finitude. Dans les temps à peu près tranquilles qui nous restent, qu'est-ce que je veux faire et qui est-ce que je veux être, restent 2 questions majeures auxquelles on peut maintenant répondre sans rougir, quoi. Ça repose sur une vraie introspection, non ? Je trouve, et ça c'est un peu la surprise pour moi de tout le voyage que j'ai entamé en rentrant dans des collectifs, en faisant sur place, dans cette fameuse action qu'on appelle tous de nos voeux, parce que l'action porte en elle la magie, la grâce, le pouvoir, et puis c'est un anxiolytique super puissant face à nos éco-anxiétés respectives. Alors, se mettre dans l'action avec d'autres, pour une raison d'être, avec une intention, ça demande de savoir qui on est, ce qu'on veut, quels sont ses défauts, ses qualités, et ça peut être parfois très très douloureux. Moi, j'ai beaucoup souffert. Il y a combien de temps ? C'est pas énorme, ça fait 4 ans, mais 4 ans d'une grande intensité, puisque arrivé à Joigny, moi, en 2018-2019, je démarre un collectif qui s'appelle Renaissance Joigny, inspiré de la fresque de la Renaissance écologique, et non pas du nom du courant donné à la majorité présidentielle désormais, je le précise. Et donc cette fresque de la Renaissance écologique nous servait un peu comme d'un tableau de bord, déjà pour se réunir, pour se rencontrer, se connaître, et puis après se mettre à l'action. Et je sous-estimais ma part dictatoriale, enfouie en moi, ou ma part extrêmement indépendante ou solitaire, qui fait que je fais partie de ces personnes qui aiment bien quand ça suit, quoi, et pas qui aiment suivre. Donc du coup, ça peut poser beaucoup de questions. Ouais. Et puis, de toute façon, les actions qu'on mène localement, elle renvoie aussi à notre petitesse, à notre insuffisance. Alors, pas au fait d'être suffisant ou insuffisant, mais notre impuissance, oui, quand même, qui est caractérisée. Et il y a quelque chose de l'ordre de la dignité, là, du salut, de la dignité du présent à agir, qui est quasi de l'ordre du truc du martyr, quoi. On agit, on sait que ce sera jamais à la hauteur des enjeux, mais on le fait quand même pour rester debout. Et ça, c'est assez magique. Est-ce qu'on n'a pas toujours bifurqué sans le savoir ? Bien sûr.
Bien sûr, la bifurcation, c'est un divorce, c'est une grave maladie, c'est un décès parmi vos proches, c'est un accident de voiture qui vous cloue dans un fauteuil roulant pendant quelques temps ou plus. Non, franchement, la bifurcation fait partie de la vie humaine, ça c'est sûr. Là, ce sont des bifurcations plutôt choisies, plutôt que subies, et qui ont pour elles de nous amener vers l'essentiel dans les temps qui nous restent, encore une fois, parce que tout ça est très calé. Donc moi, je sais pas, il doit me rester 30 ans de vie sur Terre. Qu'est-ce que je veux faire, où je veux le faire, avec qui. Ça, c'est des questions qui restent très présentes, mais j'imagine que ça a toujours été le cas. Au cours du road trip qui t'a permis d'écrire ce livre, tu as rencontré beaucoup de gens. Y a-t-il des profils types ? C'est qu'il y a de tout. Donc je pourrais pas dire... on a très peu de guichets qui recensent le nombre de personnes qui bifurquent. On peut corréler, je sais pas, les chiffres des chambres de notaire qui voient arriver des familles qui achètent des maisons dans tel et tel territoire perdu ou déserté. On peut corréler des démissions, les chiffres de la DARES et du ministère du Travail. On peut corréler les choix des étudiants quand ils décident de ne pas utiliser leur diplôme d'ingénieur, de grand commercial, etc., pour faire autre chose. Mais tout ça reste difficile à quantifier. On sait que c'est des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes. Mais de tous ceux que j'ai rencontrés et dans les territoires qui sont à peu près répartis sur toute la France, on retrouve de tout. À la fois des personnes très jeunes qui n'ont pas envie de s'emmerder métro, boulot, dodo, qui ont envie de vivre en commun, de mutualiser leurs biens, alors d'abord leur petit pécule pour investir à plusieurs, ensuite les espaces partagés, donc chacun sa chambre, chacun sa petite maison dans un hameau, etc. Mais beaucoup de communs pour quand même faire ensemble. La chose qu'on veut faire en premier ensemble, c'est le potager. C'est faire sortir des légumes de terre pour essayer d'atteindre une forme d'autonomie alimentaire. Donc vous avez sorti vos légumes de terre, vous allez vous mettre à les mettre en bocaux, à les conserver. Toute la partie conserverie est phénoménale, chronophage et c'est très énergivore, mais c'est très joyeux. Déjà, des personnes qui veulent vivre une expérience en commun. Ensuite, il y a des personnes qui en ont ras-le-bol de contribuer à un système mortifère. Le confinement est passé par là, donc pour les familles qui étaient confinées dans des appartements sans regard extérieur, ça a été des déclencheurs de « on arrête là, ça suffit ». On va partir, en l'occurrence d'une ville souvent comme Paris, où les prix au mètre carré sont hors de prix, et on va avec un petit peu d'argent en général, essayer de démissionner, trouver du boulot ailleurs, et puis trouver une maison et retrouver le temps, l'espace délié, être proche de la nature. Ça, c'est des choses qu'on retrouve tout le temps. J'ai découvert aussi par 06 Planète des personnes qui bifurquaient alors qu'elles ont plus de 50 ans, par exemple. Elles ne sont pas tout à fait à la retraite, ou alors sont à la retraite, mais elles veulent vivre l'expérience de la vie en commun. Parce qu'en fait, quand on y pense dans la vie, quand on est étudiant, on n'a aucun problème pour louer, ça ne nous pose pas de problème. Au contraire, on trouve ça très chouette. Dès qu'on est à deux, en couple, et qu'on veut faire des enfants, on arrête les colocations. Et puis dès qu'on s'est séparés 3-4 fois et qu'on a plus de 60 ans et qu'on s'emmerde tout seul dans sa grande maison en attendant les petits-enfants, s'il y a lieu d'être, on se dit mais pourquoi ne pas revivre une expérience commune, collective, en général avec plus de capital financier, plus de capital culturel, et puis une envie, après avoir bien bossé pour récupérer toutes ces annuités, de se faire plaisir tout en œuvrant pour un territoire d'élection, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé un peu de tout, des anards, des pas anards, des personnes très engagées politiquement, d'autres moins, des personnes qui bifurquent individuellement, d'autres qui bifurquent pour une cause. Il y a à peu près de tout. Qu'est-ce qui les distingue des 68 arts avec lesquels on les compare souvent ? La question est intéressante. Ce qui distingue principalement ces personnes des 68 arts, c'est l'urgence écologique. Quand bien même, en 72, paraissait le rapport du Club de Rome, dans les milieux 68 arts, ils étaient déjà pas mal au courant que quelque chose ne tournait pas rond. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins la jouissance, le jouir sans entrave. On sait qu'on est dans un système fini, que les premières constatations d'un changement environnemental d'envergure, les premiers signaux sont là. Le pire n'est pas certain, mais en tout cas, demain sera pire qu'hier. Il y a de fortes chances que ça s'accélère. Le mois de novembre 2022 a vu arriver sur Terre le 8 milliardième petit être humain. Plus on est nombreux à vivre sur la même planète, avec les mêmes désirs, à vivre plus longtemps,
moins ça va bien se passer, quoi. Il y a un 21e siècle qui n'a pas la même odeur, la même couleur, la même tessiture que le 20e siècle. À contrario de 68, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui bifurquent très bien dans leur basket capitaliste. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un petit capital social quand même, et culturel, mais un capital financier également pour bifurquer, ne serait-ce que pour trouver un nouveau home sweet home, ne serait-ce que pour avoir les moyens de déménager, de changer le rapport au travail. Est-ce qu'il y a deux salaires dans la maison ou pas? Et puis après, tout ce qui est capital social et culturel, c'est important parce que beaucoup de personnes n'ont pas de moyens financiers, mais bifurquent parce que ras-le-bol du travail, ras-le-bol du sens qu'on n'y met pas. C'est peut-être parce que c'est une révolution bourgeoise. Les personnes qui bifurquent en connaissance de cause sont des gens plutôt acculturés. De là à dire que ce sont des bourgeois, non. Bourgeois, non, je crois pas. C'est un marqueur franc pour ceux qui peuvent de bifurquer pour retrouver du sens avant qu'il soit trop tard. Ouais. As-tu rencontré des gens qui ont regretté? J'ai surtout rencontré des personnes qui ont mésestimé la difficulté qui les attendait. Je pense par exemple à Florence, qui est la première personne que je suis allée voir et qui a monté un lieu avec son mari. Ils sont partis de Paris, ils se sont installés dans la Sarthe. Grande, superbe maison à rénover, des moutons partout. Et là, je découvre quelqu'un d'épuisé qui est sur les rotules et qui me dit que c'est très, très, très compliqué de s'improviser bergère, de s'inscrire dans un territoire. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose que je retrouverai partout en France. C'est-à-dire, vous êtes dans un pays où si vous n'avez pas 3 générations au cimetière, vous n'êtes pas du coin. Donc, il y a toute une hybridation avec la population locale qui va être nécessaire. Il y a plein d'obstacles à dépasser pour ça. Il faut arriver en toute humilité. Il ne faut pas se dire le territoire m'attend, il n'attend que moi pour faire. Il faut dire mais qu'est-ce que moi je peux apporter à un territoire déjà riche en général d'initiatives et de choses qui se font à droite à gauche. Donc, la difficulté de fait de pouvoir être accepté dans un territoire, de la charge mentale, du travail que ça représente. Et aussi, d'autres personnes m'ont parlé de ce moment un peu vertigineux où on se rend compte, on a un cerveau bien fait, on sait penser, on sait lire, on sait avoir un avis sur plein de trucs, mais on sait pas planter un clou. Et là, je le fais vraiment caricatural parce que le clou, c'est vraiment le niveau 0 du bricolage. Mais on ne saura pas brancher les panneaux solaires, on ne sait pas faire pousser une patate. Ah, on découvre que, oui, un toit, ça s'installe comme ça, une charpente, une menuiserie, que c'est chouette de réparer, de bricoler, de machin. À un moment donné, qui vous a appris à coudre, qui a appris à réparer, un vélo, etc. Donc, l'avantage de l'époque, c'est que partout en France, maintenant, il y a ça. Il y a des personnes qui apprennent, qui enseignent, qui transmettent, qui partagent, et des gens qui sont très avides pour demain d'utiliser leurs deux mains. C'est vrai que quand on sort de, je sais pas, AgroParisTech, pour ne citer que, ou l'X, ou Sciences Po, on vous a jamais foutu les mains dans le cambouis d'un moteur, quoi. Et encore d'un moteur mécanique, pour réparer, pour faire durer plus longtemps, pour lutter contre l'obsolescence programmée, etc. Et ça, c'est des fois un petit peu difficile, ouais. Dans un précédent podcast, Céline, une jeune psychologue bifurqueuse, me racontait à quel point elle avait découvert que son corps n'était pas préparé à la sollicitation de cette vie-là. Elle me disait qu'elle avait besoin de s'endurcir pour tenir le coup. Quelle bonne fatigue d'ailleurs, par ailleurs. Oui, alors ça, c'est bien le drame de l'agriculture actuelle. On va manquer 600 000 agriculteurs dans les quelques années qui viennent. Je ne vois pas 600 000 candidats qui sortent d'AgroParisTech ou de l'X, ou même moi, j'aurais pas envie de bifurquer, aller passer 12 heures par jour dans des champs, par moins 10 parfois, par plus 40 d'autres fois. Tout ça pour faire pousser 3 patates qui vont me nourrir sur le temps long, peut-être 3 mois. Ouais, j'avoue que là, on a perdu le goût de l'effort physique. Ouais. Très belle réflexion, et ça raconte aussi toutes les problématiques qu'on va avoir, c'est-à-dire quand on pense qu'il manque 600 000 là, je vais en prendre 600 000 là. Ça va pas marcher comme ça, il va falloir un peu de désir. Et voilà. Former des corps. Et former des corps, ouais, former des corps. Après, j'ai vu des personnes qui se mettent pas la rate au courbouillon non plus, à se lever à 6 heures et à finir à 22 heures. Il y a aussi des personnes qui vont piano, sano, qui font pousser le juste nécessaire, tout ce dont ils ont besoin. Parce que si on bifurque
d'un système d'esclavagisme à un autre. C'est pas l'objectif non plus. Y a-t-il d'autres freins? Les tiens, ceux des autres, qu'est-ce qui empêche? Je trouve qu'on n'a pas de revenus de la transition. Dans tous les milieux, ça a l'air d'être un frein, et là, ça l'est particulièrement. On n'a pas de système social, à part Pôle emploi, qui viendrait aider des personnes qui sont en reconversion dans leur vie, reconversion de sens et de beaucoup d'autres choses, on l'a dit. Donc, la difficulté numéro 1, c'est finalement le rapport à l'argent. Alors évidemment, beaucoup des bifurcants, surtout les plus jeunes, disent « je n'ai pas besoin de gagner l'argent que je ne dépenserai pas, donc je réduis mes besoins ». C'est un peu comme je n'ai pas besoin de produire le kilowattheure que je ne consommerai pas. Alors il y a beaucoup de troc, beaucoup d'entraide, de dons, mais il n'en reste pas moins que certains ont des charges. Un loyer, il faut manger, vous avez un minimum. Bon. Et là, on a des gens très très compétents qui se mettent souvent au service de territoire et qui n'ont pas forcément le dispositif actuel qui viendrait estampiller le parcours de la personne comme étant transitionnellement correct ou bon pour la transition. Alors la transition énergétique, la transition d'économie d'eau, transition humaine et transition potagère. Il y a différentes transitions possibles. On a très peu de systèmes pérennes. Et pourtant, un dispositif existe qui s'appelle le revenu de la transition écologique. On aurait pu, au moment où on discutait de la modification du régime d'assurance chômage, en discuter et faire entrer de nouvelles grilles, de nouvelles lignes de budget dans ce dispositif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et qui sont en train de se créer des petites activités. Je sais pas, la livraison du dernier kilomètre, celui qui veut faire du repair café ou qui veut mettre un atelier de réparation, de recyclage, etc. Bon, ça, c'est des économies très fragiles. Vous avez toujours un emploi aidé, mais c'est de la subvention qui tient pas la route. Donc, je sais pas trop. La première difficulté serait celle-là. Et après, pour moi, la difficulté principale, c'est la transition intérieure, que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Quelle personne nous sommes? Là, en ce moment, en 2023, ça va, c'est pas trop dur. On n'est pas à Kiev en 2022, on n'est pas en système ultra dégradé, ultra critique. Moi, je sais pas quelle personne je serais en tant que critique, en fait. Ou alors celle que je vois déjà en tant non critique, elle est très généreuse, elle peut donner toutes ces informations et en même temps, elle a du mal à coopérer complètement avec d'autres, à se fondre dans un collectif. Ça, c'est des questions qu'on se pose rarement. J'aborde finalement la question du putain de facteur humain, le fameux PFH. Pas un transitionneur, pas un écolieu, pas un tiers-lieu, pas une association sur le terrain n'a d'excellentes histoires terrifiantes de PFH dans sa besace. Tout le monde, partout, a rencontré ce truc-là. Et du coup, ça en dit long sur comment est-ce qu'on partage notre gouvernance, comment est-ce qu'on fait jouer l'intelligence collective plutôt que le moi-je, comment je dois à la fois parler en mon jeu et garder ma souveraineté, mais en même temps écouter les autres en toute bienveillance et même en écoute profonde comme le préconise la communication non violente. Bref, on a non seulement des formations à faire pour aller potager et installer nos panneaux photovoltaïques, mais aussi pour devenir des meilleurs coopérateurs, des meilleurs apprenants. Et ça, c'est une grande difficulté que sous-estiment beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont géniaux, mais ça passe pas toujours. Y a-t-il des deuils à faire? Le deuil du XXe siècle déjà, oui, où tout était possible. Just do it, yes we can, ça c'est un sacré deuil qu'on doit faire. Et là, on est pile dans cet entre-deux. Le vieux monde, on voit à peu près qu'il est en train de s'essouffler, même s'il est encore tenace. Et puis, le nouveau monde qu'on voudrait voir advenir, il est compliqué, il est pénible, on est fatigable dans cette nouvelle transition, dans cet entre-deux, dans cet espace où naissent les monstres, comme dit Gramsci. Qu'est-ce qui va surgir? Le deuil numéro 1, de toute façon, c'est le deuil de l'hubris. Je veux tout de suite, maintenant, et de manière impérieuse, parce que j'ai les moyens de les avoir. L'hubris de la société de consommation, on se fait tous avoir, d'ailleurs, mais on se fait moins avoir dans les campagnes. La société de consommation, elle a besoin d'un truc. À raison de 7000 messages par jour, c'est la publicité. Et cette publicité, dans les campagnes, j'en vois quasiment pas. Par ailleurs, il y a très peu de magasins qui s'enchaînent. Magasins de vêtements, de baskets, de bijoux, de chemises, de pulls. On n'est pas sollicité. On a cette charge mentale en moins, c'est-à-dire à lutter contre l'attrait d'un truc neuf, l'attrait d'un achat plaisir qu'on a tous connu à un moment donné. Là, maintenant, c'est repriser ses chaussettes. C'est vraiment pas sexy, mais voilà, ça donne
Le deuil de la chaussette neuve. Mais pas le deuil du plaisir. Mais pas le deuil du plaisir, parce que d'abord, il y a un autre deuil à faire qui est assez rigolo, c'est le deuil de notre solitude extrême face à tout ça. Nous ne sommes pas seuls face à tout ça, et encore moins aujourd'hui qu'il y a 4 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, parce que je le redis, mais ça fait 20-25 ans que je navigue dans ce truc-là, donc je sais qu'on était très très seuls. Maintenant, c'est un lieu commun que de vouloir changer de vie et de s'aligner, ses valeurs, son temps. Ça, c'est un deuil important à faire, le deuil de la solitude. Il a son corollaire, c'est que vous serez plus jamais tranquille. Et puis, non, son corollaire premier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la joie, à plusieurs. Typiquement, à Joigny, on a acheté différents vergers, on peut tailler les arbres ensemble, on peut récolter les fruits ensemble. Dès lors qu'on a récolté 400 kilos de pommes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va pas se les répartir et les manger à l'infini, on va en faire des jus, on va les pasteuriser, on va les garder. Et donc, toute cette chaîne de conservation, de transformation, se fait dans la joie, le simple bon. Dans ton livre, tu parles aussi du regard des autres. Ça marche pas, la bifurcation, dans le regard des autres ? La bifurcation est à la fois quelque chose qui est très envié, parce que ça démontre que vous avez le courage de tout envoyer valdinguer, ou presque, de repartir à zéro quelque part, de vous installer dans un endroit où vous connaissez personne, parfois, ou alors de vous monter dans une aventure avec des inconnus pour un collectif, vous ne connaissez personne, vous ne savez absolument pas comment ils réagiront en système critique, mais vous y allez quand même. Donc, à la fois, ce courage-là est très envié, et à la fois, on a peur pour vous, parce que de quoi tu vas vivre demain, surtout les jeunes. Imaginez, vous avez payé des études à votre gamin, il arrive un jour, il dit « Ouais, vous savez quoi ? C'est quoi les parents, là, je vais bifurquer, je vais rejoindre les jeunes de la caserne bascule. Vous allez faire quoi toute la journée ? Oh, on va animer des fraises du climat, on va aller aider un maraîcher du coin, on mangera les légumes qu'il nous donnera. Ouais, mais tu vas faire quoi de tes journées ? Oh, mais on verra, t'es trop boomer, toi. Bon, c'est vrai qu'on a un peu peur, on se demande dans quoi ils s'engagent, parce que leur vie, à eux, risque de durer plusieurs décennies quand même. Et on voit bien que ça s'accélère, les dégradations et tout. Donc, j'ai l'impression que on a quand même beaucoup le courage et la peur pour l'autre. Le rapport au temps est aussi l'enjeu d'une forte remise en cause. Il y a un moment donné où je parle de la bifurcation intérieure. Enfin, on n'a pas besoin de prendre ses clics et ses claques, toute sa petite famille et son job, et de partir à 500 km de la capitale. Hein. On peut aussi très bien déjà changer son rapport au temps. Alors là-dedans, qu'est-ce que ça questionne ? Comment j'occupe mes journées ? Qu'est-ce qui est essentiel ? C'est les réseaux sociaux, c'est mon secrétariat, c'est d'être à peu près sur tous les fronts, ou c'est de respirer, de faire moi-même, de reprendre le pouvoir sur le temps. On a, disait la fondatrice Ticket for Change, on a 80 000 heures de travail dans sa vie. Qu'est-ce qu'on fait de ces 80 000 heures ? On peut commencer comme ça. Je conseille à tout le monde d'aller écouter le cours sur le temps d'Étienne Klein, l'astrophysicien, parce que ça renverse totalement notre perception du temps. On pense qu'elle est vraiment linéaire, elle va que dans un sens. La flèche du temps va effectivement que dans un sens, mais le temps est différent. Le temps d'un influenceur sur Internet n'est pas le mien. Qu'est-ce que vous mettez dans votre temps ? D'ailleurs, la meilleure façon de voir son rapport au temps changer, je conseille à tout le monde de faire un jeûne de 1 semaine, parce que là, vous allez voir que vous consacrez à peu près 3, 4, 5 heures par jour à la bouffe, entre le fait d'aller aux toilettes, d'aller faire les courses, de cuisiner, de faire la vaisselle. Vous enlevez tout ça, vous avez 4 heures de nouveau temps pour vous. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je m'occupe ? Puis le temps, c'est aussi le temps de penser. Hein. On n'a plus trop le temps de penser là. Ah ça, c'est sûr. Autre question importante soulevée par ton livre. La vie en collectivité, c'est une utopie ? C'est l'utopie nécessaire du siècle. Pourquoi ? Si on est d'accord sur le constat que les temps critiques sont devant nous, d'accord ? Que le monde se dégrade, que tous les services disponibles pour tous à bas coût risquent de disparaître, ou en tout cas d'être plus chers, pas à bas coût et plus pour tous, on va rentrer dans une zone critique. Dans cette zone critique, il vaut mieux être à plusieurs. Le plusieurs, c'est quoi ? C'est un collectif, mais sous quelle forme ? Il y a le collectif où on vit ensemble, il y a le collectif, l'association au bout de ma rue, il y a le collectif dans la famille, dans la maison, puis il y a le collectif au sens de mon entreprise, par exemple. Mais si on parle du collectif militant, associatif, local, qui essaye de développer des initiatives pour acculturer sa population, alors là, oui, c'est une utopie nécessaire. Est-ce que quand on bifurque, on se sent à la hauteur de l'urgence écologique ?
Alors jamais, on s'arrête tout de suite. Il faut qu'on ait juste des désirs à peu près modestes, aucune attente mirobolante. Parce que si vous partez en vous disant, bon, nous, on a une ville de 10 000 habitants, il faut qu'on soit autonome alimentairement en 2025 ou en 2033. Allez-y pas à pas. Mais l'attente mirobolante qui fait que, vu les enjeux climatiques, avec nos petits bras de collectif, on va arrêter le changement en cours. L'effondrement de la biodiversité va s'arrêter parce qu'on va planter 3 arbres ou sauver 2 vergers. On va utiliser que de la monnaie locale complémentaire dans notre ville de 10 000 habitants et sa communauté de communes de 20 000. Bon, là, on part un peu perdant, sauf à être extrêmement patient et être capable de passer le relais dans quelques années. Et l'effet domino, c'est un mythe ? Et l'effet domino, ça, c'est le gros point d'interrogation. À partir de combien de personnes qui ont bifurqué auront suffisamment inspiré d'autres personnes pour que la société se cliquette vers... on a déjà des signaux faibles. On voit bien que dans beaucoup de territoires, maintenant on veut la fibre, on veut des espaces de coworking, parce qu'on sent que des personnes ont débarqué, il leur faut du télétravail. Télétravail, typiquement, c'est un truc qui existait avant le grand confinement. Mais c'était la croix et la bannière pour votre patron vous laisse travailler chez vous parce que vous alliez donner un peu envie à d'autres. Comment gérer une équipe si tout le monde est éclaté façon puzzle? Là maintenant le cliquet il a été très simple, tout le monde s'y est mis d'un coup. Quelle est la contrainte qui demain va nous imposer de tout changer? Encore 5-6 étés comme ça, des difficultés phénoménales pour les agriculteurs, les viticulteurs, les maraîchers. Peut-être que le cliquet, ce sera que au lieu qu'il n'y ait que 10 millions de personnes qui ont un potager, il y en aura peut-être 30 millions. Et là, ça changera peut-être quelque chose du rapport à ce qu'on mange, du rapport aux espaces verts. Faut-il des espaces verts municipaux, floraux, embellissants ou de l'espace vert nourricier? Il y a plein de choses qui sont à inventer et qui sont disponibles pour être renversées. Voilà, il peut y avoir un effet domino si c'est inspirant, si ça donne envie, s'il y a cette joie, si ça contamine les uns et les autres, si toute une génération s'y met. Nous, on peut être très vite très has-been en quelques années. Sans cesse, on est confronté à ceux qui traînent les pieds et se réfèrent à la Chine pour justifier leur inaction. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Alors, j'aime bien ces discussions-là, complètement. Moi, je renverse la proposition. Et si vous faites rien, vous vous sentez comment? La Chine, d'ailleurs, en plus, je suis désolée, renseignez-vous, elle a déjà décarboné son point de PNB beaucoup plus que nous, d'environ 40%, la Chine. Alors oui, elle ouvre des usines à charbon tous les jours, mais en même temps, elle usine le monde. Donc, la Chine ne s'y met pas parce qu'on continue à lui commander des merdes pour remplir nos magasins à la con de guirlandes, de gadgets, d'assiettes, en veux-tu, en voilà, de bocaux, d'objets de déco idiots. Si on fermait ces magasins-là, je pense pas que les gens seraient malheureux. Si on essaye de supprimer la pub sur 6 mois dans les espaces publics, voyons ce que ça donne comme résultat. Alors ça va de Radio France aux couloirs du métro, en passant par les affichages 4x3 ou même gigantesques qu'on voit sur des immeubles en pleine rénovation. Bifurquer s'accompagne généralement d'un choix de sobriété. Mais de quelle sobriété parle-t-on ? Ça concerne à peu près tous les domaines de notre vie. On peut commencer modestement par faire un petit peu l'archéologie de ce qu'il y a dans sa maison, dans son appartement, dans son lieu de vie. Regarder ce qui sert pas, commencer à le donner, aller voir les circuits justement de dons, de recyclerie, se rendre compte qu'on a déjà énormément de choses et qu'on n'en a pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de produire ce que je ne consomme pas, donc c'est valable pour... En nourriture, si je ne consomme pas des lasagnes toutes préparées, c'est pas la peine de les produire. Si je ne consomme pas mon kilowattheure, j'ai pas besoin de produire ce kilowattheure. Si je consomme pas mes mètres cubes d'eau, j'ai pas besoin d'aller l'extirper ou d'aller l'assainir. Désormais, tout le monde considère ce mot comme un mot autorisé, voire imposé par les pouvoirs publics. C'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup plus loin que le simple kilowattheure ou le chauffage. Plus largement, au niveau national, comment peut-on penser la sobriété ? Alors ça impose de se poser des super questions que le philosophe Bruno Latour, qui est un peu un des penseurs du nouveau régime politique climatique, a posé dans son questionnaire, qui nous dit qu'il faut qu'on re-rende vivre dans la zone critique pour atterrir dans les limites planétaires. Pendant le grand confinement, il a élaboré ce questionnaire
que je trouve très intéressant. C'est très sympa à faire. Vous vous mettez autour de la table, vous répondez scolairement à ces questions. Quelles sont les activités fermées qui ne vous manquent pas et que vous voudriez pas voir rouvrir? Quelles sont celles qui vous manquent, que vous voudriez voir rouvrir? Et à chaque fois, par exemple, si on décide que toutes les ongleries de France et de Navarre doivent fermer, et si jamais il y a 10 000 personnes qui travaillent dans des ongleries, comment on occupe ces personnes-là? Comment on les fait bifurquer elles-mêmes? Quelle activité on leur propose à la place d'un truc aussi non essentiel que la peinture des ongles? Quelle est la première décision du gouvernement en sortir du grand confinement, en votant sa loi du budget? C'est d'allouer 7 milliards d'euros à Air France, parce que Air France avait ses avions cloués au sol, eux aussi. Moi, je pensais véritablement qu'on aurait un grand temps de réflexion sur un plan de bifurcation nationale, avec pour objectif les limites planétaires. Et en fait, on s'est pris une bonne claque. Il y a eu la claque du confinement qui nous a plutôt, nous, les transitionneurs bifurcants, galvanisés. Et puis après, il y a eu la claque du retour au réel. Ah ouais, donc c'est retour à la normale. L' à normale. D'accord, donc pas de réflexion, pas de mise à plat. Donc oui, au niveau de la société, ça implique la sobriété, probablement d'engager une décroissance volontaire et non subie. On reproche souvent au mouvement écolo la culture de l'entre-soi. Les personnes qui œuvrent dans les collectifs, on va pas se mentir, se ressemblent un peu toutes. On est tous blancs, bien nés, et si on n'est pas bien nés, on est vraiment des purs produits de la méritocratie républicaine. Donc on a fait nos études, on a bien travaillé à l'école, nous voilà avec des diplômes, mais on veut bifurquer. Donc il y a un grand entre-soi, c'est vrai. De la même façon que dans un club de joueurs d'échecs, vous avez un entre-soi, parce que les gens viennent là pour jouer aux échecs. Là, ils viennent pour la transition, pour l'entraide, pour la coopération, pour tous les outils qu'on essaie de déployer et de s'approprier. Après tout, c'est bien normal qu'il y ait un entre-soi. Certes, mais entre un club d'échecs et la nécessité de sauver le monde, les enjeux ne sont pas les mêmes. Merci de noter ça. Il y a toujours ce Graal dans l'écologie politique ou associative, en tout cas d'essayer d'aller vers les populations défavorisées pour leur amener cette fameuse écologie qui serait hors de prix, leur montrer que c'est du bon sens, leur montrer que la fin du gaspillage, la fin de l'hubris, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est aussi plus de bien et de résilience dans le coin. On n'y arrive vraiment pas toujours, c'est assez compliqué. On fait ce qu'on peut là où on est. Si déjà on arrive à être inspirant soi-même, derrière ça ne peut que fonctionner. Finalement, c'est un métier. Il faudrait recruter des éducateurs de rue. Il faudrait les recruter en masse et surtout les former aux enjeux environnementaux. Ça fait un nouveau job. Éducateur de rue éco-friendly. C'est un peu un angle mort, l'écologie, dans l'éducation populaire et dans l'éducation tout court, c'est vrai. Et on voit de plus en plus de personnes paupérisées dont l'objectif n'est pas de manger une pomme bio. Déjà, c'est de manger une pomme. Puis après, on verra. Que voudrais-tu que les lectrices et les lecteurs retiennent de ton livre? Que c'est dur, mais que c'est marrant. Que c'est dur, mais que ça peut nous permettre, sur les derniers moments de nos vies, de jouer un rétro-planning sympa, plein de coopération, d'amitié, d'événements, de petites actions. C'est pas nouveau, tout ça. Il faut en retenir que faut être bien outillé intérieurement pour pouvoir se lancer là-dedans, pour essayer d'être le moins gênant possible, le moins pénible possible, le plus enthousiasmant possible, le plus jovial, le plus allant. Donc bien travailler sur soi aussi, savoir qui on est. Merci à Laure Noalat, auteure de Bifurqué par temps incertain aux éditions Tana. Vous avez écouté Dans quelle étagère, le podcast du vivant que vous pouvez retrouver sur Terra Focus, la chaîne d'Ortus Focus. Ortus Focus, comme toute la presse de terrain indépendante, manque de moyens pour travailler. Votre soutien, aussi modeste soit-il, est important pour nous. Votre don sera défiscalisé à hauteur de 66%. Rendez-vous sur Hello Asso et merci d'avance.